Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le numéro 2 de votre émission Afro Digital. Nous avions promis récemment de déposer nos valises en Afrique centrale. Voilà, c'est chose faite. Bonjour Roland, merci de nous rejoindre en plateau. Nous parlerons du Congo-Brazza et accessoirement de la RDC, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais avant, un petit rebondissement sur notre précédent épisode concernant les télécoms en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, en effet, Kinos. Entre le moment où on a enregistré l'émission et le moment où on l'a diffusée, il y a une annonce qui est tombée, alors qu'on croyait que c'était un dossier un peu au point mort. Fin mars, le Bénin a annoncé qu'il allait confier à Sonatel, l'opérateur sénégalais qui appartient en majorité à Orange, Ouais. Qu'ils avaient confié à Sonatel un contrat de gestion des restes, en quelque sorte, de leur opérateur historique, en fait, des actifs détenus par SBIN, qui est la société béninoise qui est propriétaire des actifs de Bénin Télécom et de Libercom. De Libercom, ex-Libercom. Ex-Libercom. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, il y a peu de détails qui sont connus, en tout cas publiquement, sur ce contrat de gestion. Et c'est évidemment le détail qui est intéressant pour savoir comment les deux parties vont se répartir les investissements, les risques, mais aussi la gestion commerciale. Et donc Roland, au Bénin, on voit bien que ça a l'air d'avancer plutôt. Et quelle sera finalement la position claire de ce marché, le marché actuel au Bénin? Quels sont essentiellement, qu'est-ce qu'on peut connaître de ce marché? Alors, il y a un an, le gouvernement béninois avait clairement annoncé qu'il voulait un troisième opérateur GSM, opérateur mobile dans le pays, et que SBIN allait être le véhicule pour ça. Et donc aujourd'hui, le marché au Bénin, c'est un duopole entre MTN et Move. Et Move, oui. Avec MTN étant le leader de marché. C'est un assez petit marché, donc il y a 11 millions d'abonnés. C'est un marché où la majorité des gens sont encore sur la 2G. Et donc, c'est assez... 2G, un peu moins de 3G, 4G. Il y a de la 3G, la 4G monte là, évidemment très fort, mais aujourd'hui, 65% en tout cas, ça c'est les derniers chiffres du régulateur, 65% des abonnés sont encore sur la 2G. Et donc, ça va être maintenant assez intéressant de voir l'impact commercial de ce troisième opérateur. Alors, j'ai un peu regardé ça et j'aimerais bien le comparer un peu à un marché qui n'est pas un marché voisin, mais qui est le marché de la Côte d'Ivoire. Où il y a déjà ce troisième opérateur qui est présent. Alors c'est un marché qui est beaucoup plus grand, et qui est 4 fois plus grand que le Bénin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est structuré autour de 3 opérateurs, qui sont MTN et Move, qui sont également au Bénin, et Orange, qui est l'opérateur qui est derrière indirectement Sonatel. Et donc c'est assez intéressant de comparer ces deux marchés. Alors, au niveau de la pénétration, par exemple, à la Côte d'Ivoire, il y a une pénétration de 150%. Le taux de pénétration. Et de 150%, ça veut dire que une très grande partie des habitants du Côte d'Ivoire ont 2 abonnements téléphoniques, 2 abonnements mobiles. Au Bénin, il n'est que de environ 80%. Donc, en effet, il y a une marge de progression possible assez importante pour un troisième opérateur. L'autre élément qui me paraît assez intéressant, c'est que quand on regarde le revenu moyen au Bénin que font les opérateurs existants, il est assez élevé compte tenu du pouvoir d'achat des Béninois et en comparaison avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire proportionnellement au pouvoir d'achat, quelqu'un au Bénin dépense plus d'argent pour son abonnement mobilophonique que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et il y a des différences assez importantes entre les deux opérateurs. Donc un client chez MTN dépense presque 2 fois ce qu'un client dépense chez Move. Donc il y a vraiment, le MTN est un peu le Est-ce qu'on va dire que MTN est plutôt le haut de gamme, c'est ça? Oui, un peu le haut de gamme, et Move un peu le low cost. Le low cost, du marché. Maintenant, si on regarde en Côte d'Ivoire, en fait, Move et MTN sont assez proches l'un de l'autre. Et c'est Orange qui est le haut de gamme, qui va maintenant indirectement rentrer sur le marché béninois. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ce marché va se redéfinir
en termes de positionnement de ces trois opérateurs. Donc on va avoir un petit changement quand même dans cette région d'Afrique, notamment donc Côte d'Ivoire, Bénin. Et finalement, en faisant aussi une petite recherche, on voit quand même que c'est quasiment les mêmes opérateurs qui sont aussi au Togo voisin. Et donc, oui, Togo, c'est aussi un marché d'un duopole actuellement. Et donc, oui, donc, ce sera intéressant de faire le point dans un an, pour voir un peu comment, qu'est-ce que ça a fait au niveau du marché du Bénin. Et en attendant, on va dire que tout ça, ça fait les bonnes affaires de la maison mère, Maroc Télécom. Ben, je crois que c'est peut-être MTN qui va avoir le plus grand impact de ça. Et est-ce que Move va être impacté ou est-ce que le marché va être globalement tiré vers le haut? Bon, ça reste à voir. En tout cas, avec MTN et le grand voisin du Nigeria, comme vous l'avez dit, on verra bien d'ici un an, après l'installation de ce troisième opérateur au Bénin, ce que ça va pouvoir donner, ce qui nous permet finalement de rentrer dans l'autre vif du sujet qui est donc l'Afrique centrale, avec notamment Congo-Brazza. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a vu, regardé, visionné la vidéo de M. Castanou, Yves, qui a été entre-temps le grand patron du régulateur et qui est devenu maintenant aujourd'hui le directeur de Benin Telecom, on en a déjà parlé, donc de Congo Télécom. Et alors, il y a dans son discours, vous avez déchiffré un fameux et véritable exercice de communication. Oui, alors il y a en effet donc Yves Castanou qui a pris la direction de Congo Télécom, a récemment publié ou a fait publier une vidéo, une interview assez longue de plus de 20 minutes qu'on peut regarder sur YouTube et qui vaut vraiment la peine d'être regardée. Et parce que... Qu'est-ce qu'il dit dans cette interview qui vaut la peine? Alors, il a repris en main un opérateur historique et dans son interview, il parle vraiment très ouvertement de tous les mots qui caractérisent ce type d'opérateur. Il le dit vraiment clairement? Ah oui, il parle de choses comme les salaires des gens qui n'étaient plus payés, les pensions qui n'étaient plus payées, la TVA qui n'était plus payée, donc vraiment des choses qui sont assez gênantes quand même pour une société, de dire voilà, on ne paye plus nos gens, par exemple. Donc sans parler du service aux clients qui était assez mauvais aussi. Donc je trouvais ça un exercice assez remarquable en termes de transparence, en termes de communication. Et je trouve que c'est une belle initiative d'un patron aussi pour remotiver ses troupes et de vraiment donner un signal au marché. Donc c'est déjà assez intéressant et c'est vrai, ça a retenu mon attention parce que c'est rare qu'on voit des interviews assez ouvertes et sans langue de bois d'un patron. C'est au crédit de M. Castanou finalement. Et ce marché congolais de Brazzaville, on voit bien que le Congo-Brazza, qui est un pays pétrolier, on va dire ça comme ça, qui veut s'ouvrir avec un nouveau DG, qui a une nouvelle vision, comment se porte ce marché finalement aujourd'hui, en tout cas sur le plan interne déjà? Mais c'est un petit marché. Hein. On parlait du Bénin avec 11 millions d'habitants, mais le Congo-Brazza, c'est plus ou moins la moitié. Donc c'est un petit marché. Je regarde les chiffres, en mobile, il y a 5,5 millions d'abonnés. Hein, ah oui. C'est la totalité de la population. Hein, c'est une pénétration au-dessus de 100%. C'est un pays avec une géographie particulière parce que c'est un des pays les moins denses d'Afrique. Et ça joue pour les télécoms parce que plus une densité est importante, plus les télécoms peuvent se développer de manière rentable. Ce qui est quand même intéressant en termes de géographique, c'est que la population se concentre presque dans 2-3 villes. Alors si on prend Brazza et Pointe-Noire, on a, je n'ai pas les chiffres ici, mais on a presque 50-60% des gens se retrouvent dans 2-3 villes. Dans ces 2 villes-là. Voilà. Donc, Pointe-Noire et Brazza sont des marchés en soi, en quelque sorte. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a un duopole en mobilophonique en Congo-Brazza, qui est MTN et Airtel. Quand on regarde les revenus de ces opérateurs,
voilà, on peut pas, c'est pas clair qu'un troisième opérateur apportera une vraie rupture en termes de concurrence. Les tarifs sont assez raisonnables, je crois, et ils ont fortement baissé. J'ai regardé un peu les chiffres du régulateur. Le revenu moyen par opérateur a baissé de moitié en 4 ans, ce qui est assez violent pour ces opérateurs. Et donc, contrairement à SBIN et la discussion qu'on a eue sur le troisième opérateur au Bénin, Congo Télécom ne se positionne pas sur le mobile. Donc Yves Castanou, dans son projet de transformation de la société, et aussi lorsqu'on va sur le site de Congo Télécom, se positionne exclusivement sur l'Internet. Donc c'est leur stratégie, c'est Internet. Accès à Internet, et ça, c'est là que c'est intéressant, accès à Internet avec, disons, la technologie d'accès la plus performante qu'on ait actuellement par fibre optique. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand on regarde l'offre que Congo Télécom a lancée sur le marché, l'offre la moins chère qu'il propose aujourd'hui, qui est de 25 000 francs CFA, qui correspond plus ou moins à 40 euros. 40 euros, oui. Et presque 10 fois supérieure à ce que dépense le Congolais moyen pour son accès à Internet par mobile. Donc 40 euros, ben c'est le niveau de prix qu'on pratique en Europe, dans les marchés les plus compétitifs. Pas en Belgique, mais si vous allez en France, les premières offres d'accès fibre, voilà, on est dans ces prix-là. 40 euros, oui. On est dans ces prix-là. Donc certes, le Congo-Brazza, quand on regarde le produit intérieur brut, c'est pas le pays le plus pauvre d'Afrique, mais quand même, on a des niveaux de PIB qui ne sont pas comparables avec l'Europe. Donc ça va être très intéressant de voir comment Congo Télécom va réussir à s'installer avec des offres avec ces prix-là. D'autant plus que donc, dans la vidéo et aussi dans la communication de Yves Castanou, il a quand même mis la barre assez haute en annonçant 300 000 abonnés dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire 60 000 abonnés à son offre fibre par an. Et donc, difficile à faire ? Là aussi, ce sera très intéressant de faire le point dans un an, de voir, dans un an, pour voir, ok, est-ce que Congo Télécom a vraiment réussi à capter ses abonnés qui forcément vont se trouver dans Brazzaville ou Pointe-Noire, qui ne vont pas se trouver... C'est peut-être une stratégie. C'est une stratégie en tout clairement annoncée, intéressante, parce que voilà, il y a peu d'opérateurs africains qui se positionnent comme ça sur un accès fixe, une offre très limitée. Donc ça va être à nouveau très intéressant à regarder dans un an ou dans 2 ans. En tout cas, Roland, on a l'impression que le discours de Yves Castanou, cet ancien patron du régulateur devenu patron donc, de Congo Télécom, a plutôt des ambitions très positives, mais ce n'est pas forcément, je dirais, vous savez, ce n'est pas forcément mon point de vue de l'autre côté, parce que récemment, il y a eu les élections présidentielles au Congo-Brazza, et Internet a été coupé. Allez, on ne sait pas situer tout de suite les responsabilités, ça c'est clair, mais quand on est directeur de l'institution qui partage et qui donne l'abonnement aux populations pour la fibre optique, on ne se sent pas un peu gêné quand on a un discours assez franc, assez positif sur l'avenir, et que l'avenir se joue aussi maintenant, et lors de joutes électorales aussi importantes que l'élection du président de la République, on coupe Internet. Je trouve qu'il y a une question peut-être à laquelle on va demander à M. Castanou de répondre. En attendant, quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, donc d'abord c'est une décision du gouvernement, donc il faut évidemment voir dans quelle mesure Congo Télécom a été impliqué dans cette décision, enfin dans la mise en place de l'exécution de la décision. Il est probable qu'ils aient participé, c'est quand même une société qui appartient à l'État, mais il y a différentes façons de couper Internet. Est-ce que tous les services ont été coupés? Qu'est-ce qui est exactement coupé? Donc il faudrait un peu creuser la chose pour voir comment l'État s'y est pris pour pratiquement, pour concrètement couper Internet et voir voilà, quelle était l'implication de Congo Télécom dans cette affaire. Donc, bon, sur base de ce que moi j'ai pu voir, M. Castanou bénéficie du doute en quelque sorte.
Et puis, deuxièmement, est-ce qu'une société peut se soustraire à un appel du gouvernement de faire ça? Ça, c'est une autre question, parce que toutes ces sociétés fonctionnent quand même comme avec l'aval de l'État, avec des contrats, des licences, etc., des autorisations. Donc, à un certain moment, vous ne pouvez pas vous soustraire à l'appel de l'État. Ça peut être assez, voilà, même des sociétés très respectables comme Apple ou etc., qui opèrent en Chine. Mais oui, ils doivent aussi se plier aux exigences du gouvernement chinois et parfois signer des choses qui seraient impensables dans leur patrie. Donc, en effet, c'est un peu ambigu, mais là, il faudrait vraiment creuser dans le détail pour voir qui a été impliqué et qu'est-ce qui a été fait concrètement. Dans tous les cas, comme on pourrait le dire, on demanderait bien son interview, M. Questanou, pour avoir sa version des faits, ça ne nous gênerait pas, et on serait très heureux de l'avoir, même en duplex. Je crois que la rédaction va tenter le coup. Et on va essayer de voir un peu son avis, parce que ce discours qu'il a eu, qui est assez tranchant, assez ambitieux, assez évolutif, assez progressiste, vient comme ça de recevoir un coup, surtout quand on est en période électorale. Et finalement, puisque vous parlez de couper Internet, c'est peut-être une expression que nos téléspectateurs et auditeurs et internautes ne comprennent pas forcément dans toute sa globalité, parce qu'on a quand même des opérateurs qui peuvent aussi couper si on le leur demande, n'est-ce pas? Alors, par exemple, dans le cas du Congo, MTN et RTL. Oui, alors il y a différentes façons de le faire. Ça dépend aussi de ce qu'on veut couper. Alors je vais juste donner un exemple. Si on veut couper WhatsApp, qui appartient à Facebook, mais en Afrique, il n'y a aucun serveur WhatsApp. Donc quelqu'un qui utilise WhatsApp, son téléphone communique avec un serveur qui fournit le service WhatsApp. Il a besoin d'être connecté quand même d'abord à Internet. Oui, il doit être connecté à Internet et puis il doit se connecter au service. Donc si on veut juste couper les réseaux sociaux ou certaines plateformes de communication, c'est autre chose que couper Internet dans sa globalité. Donc par exemple dans le cas du Congo-Brazza, est-ce que par exemple un journal congolais qui est sur Internet, est-ce qu'il est resté accessible? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est les réseaux sociaux, style Facebook, WhatsApp, qui ont été coupés? Et là, pour couper ce qui est à l'extérieur d'un pays, il suffit de couper les accès au pays. Hein. Et un pays comme le Congo-Brazza, il n'a pas énormément d'accès vers l'international. Hein. Il a un accès principal qui est un câble sous-marin qui arrive sur la côte atlantique. Et il essaye de développer des accès via des pays voisins. Par exemple, il y a eu récemment une annonce d'une liaison via le Gabon qui a un autre accès international sur sa côte atlantique. Donc il suffit de couper à la limite quelques accès à des endroits précis internationaux pour couper tout ce qui est réseau social, tout ce qui est international. Donc à nouveau, encore un bénéfice du doute pour le DG de Congo Télécom, finalement. Voilà. Donc, les accès internationaux, les câbles sous-marins, est-ce que ça fait partie du mandat de Congo Télécom? Je ne suis pas sûr. Ça peut être directement géré par l'État, comme les connexions avec le Gabon, ou il y a aussi un lien entre Brazza et Kinshasa. Donc voilà, donc il y a différents points d'accès comme ça, et il suffit de les couper. Ouais. D'un fleuve à l'autre, parlant de Kinshasa, puisque vous avez parlé de Kinshasa, il y a une sorte de révolution qui va peut-être s'opérer aussi dans ce pays-là, avec une société qui s'appelait Liquid et qui pourrait gérer plusieurs dossiers importants, en tout cas dossiers numériques. Oui, donc il y a un mois, il y a eu une annonce de cette société Liquid Telecom, qui n'est pas une société congolaise, mais qui a mis en place un grand réseau, une grande artère de fibre optique qui traverse tout le Congo, qui est une artère qui est quand même longue de 2500 km, qui rentre dans le Congo près de Lubumbashi, donc qui relie le Congo à Lusaka, la capitale du Zambie, et qui traverse toute la partie, disons, du sud du Congo jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Mwandi sur la côte atlantique. Alors, c'est remarquable parce que, premièrement, la société Liquid Telecom est une société assez intéressante. C'est le premier réseau privé panafricain qui en fait appartient à une société qui est une filiale de la société Econet,
qui est une société qui a été créée au début des années 90 par un... Les années 90 pour l'Afrique francophone. Voilà, 90, pardon, par un entrepreneur du Zimbabwe, Strive Masiyiwa, qui est aujourd'hui un des milliardaires africains et qui est aussi un des grands philanthropes de l'Afrique. Et donc c'est une société qui a l'ambition de faire un réseau panafricain et relier tous les pays africains entre eux. Et donc, c'est leur premier grand déploiement en Congo. Ils sont déjà présents au Congo, plutôt dans la région des Grands Lacs, puisqu'ils sont très bien implantés dans la région des Grands Lacs, et ils ont des petites entrées vers, par exemple, à Goma ou Bukavu, sont reliés déjà à ce réseau de Liquid Telecom via les pays limitrophes. Voilà, donc avec ce nouveau réseau, toutes les grandes villes, à part Kisangani, qui est un peu à l'écart, mais la majorité des grandes villes maintenant sont reliées à une espèce d'autoroute de l'information en fibre optique qui est la propriété d'une société privée, Liquid Telecom. Donc actuellement en RDC, on va dire que la situation est un peu différente du voisin à travers le feu, donc au Congo-Brazza. On a plutôt des sociétés privées, il y a une libéralisation du secteur beaucoup plus vers le privé, plutôt que des sociétés d'État qui vont gérer le digital et le numérique. On est plutôt sur cette optique-là. En termes d'infrastructure, oui, clairement, là, il y a une société privée qui a pris le pas sur l'État. Évidemment, les opérateurs congolais, donc mobiles, il y a 4 opérateurs congolais mobiles, ont des petites infrastructures. À Kinshasa, évidemment, il y a relativement des petits réseaux métropolitains. Enfin, petits réseaux. Kinshasa, c'est une ville énorme, une métropole énorme. À l'intérieur, les opérateurs mobiles ont évidemment des infrastructures en fibre optique. Mais un grand réseau comme ça, oui, ça c'est une première pour le Congo. Et il faut maintenant voir l'impact de cette infrastructure sur le numérique au Congo. Ça, c'est encore une autre chose. Là, c'est vraiment l'infrastructure de base qui est là. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se développer autour de cette infrastructure dans les villes qui se trouvent reliées maintenant à cette infrastructure. Merci bien, Roland, pour l'ensemble de ces éclaircissements, puisque vous avez parcouru quand même cette région Afrique centrale, que vous connaissez aussi très bien. Vous connaissez plutôt la région des Grands Lacs. Parlant d'Angola. Si c'est c'est vous qui le dites. Mais voilà. Donc du coup, en tout cas, merci beaucoup pour Afro Digital épisode 2. Puisqu'on annonce toujours le prochain, on va rester en Afrique, mais on va quitter l'Afrique centrale, revenir en Afrique de l'Ouest. Mais cette fois-ci en Afrique de l'Ouest anglophone. Puisque, souvenez-vous, on en avait parlé lors de notre premier numéro d'Afro Digital en disant que la banque mobile, les transactions bancaires et financières mobiles sont plutôt en expansion. L'Afrique est précurseur de ce genre d'opération. On va parler du Nigeria. Très bien, grand plaisir. C'est quelque chose qui vous irait, je pense. Oui, et puis d'autant plus qu'il y a eu un épisode assez intéressant au Nigeria la semaine dernière, où les banques ont coupé MTN de leurs services, et donc il y a des millions d'abonnés qui se sont trouvés sans moyen de payer pour leur abonnement téléphonique. Donc, quand on imagine que c'est quand même un pays de très 200 intéressant. millions, ce sera intéressant. Mais merci beaucoup Roland, merci à tous chers amis, chers téléspectateurs et internautes. On se retrouve pour l'épisode 3 très prochainement et on parlera du grand géant Nigeria. Thank you.